En 2021, je suis arrivée à Doha avec mes valises, mes préjugés, puisque j'arrivais de Dubaï, et puis une curiosité quand même insatiable. Je pensais rester, allez, quelques mois, et puis finalement, j'y suis restée plus de 10 ans. En tout cas, ça va faire 10 ans. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous vendre le Qatar, je ne vais pas vous faire une liste d'avantages fiscaux ou vous montrer des photos waouh. Je vais vous dire la vérité. Ce qui m'a surprise, ce qui m'a déçue et ce qui m'a profondément transformée. Parce que vous méritez un regard honnête sur ce pays avant de décider si c'est le bon pour vous ou pas. Je m'appelle Fabienne Chauvin de Bournancey, je préside la Chambre francophone du Qatar et je suis directrice donc d'Objectif Qatar. J'ai accompagné des centaines de familles francophones qui voulaient s'installer, créer leur entreprise, trouver un emploi, comprendre ce pays de l'intérieur. Et j'ai fondé donc Objectif Qatar pour partager tout ce que j'aurais voulu savoir, tout ce qu'on voulait qu'on me dise, quand j'ai débarqué pour la première fois. La première chose qui m'a frappée et qui me frappe encore d'ailleurs qui frappe chaque personne d'ailleurs qui arrive aussi au Qatar pour la première fois, c'est la sécurité. Pas la sécurité dans le sens abstrait du terme, la sécurité physique surtout pour une femme. Que vous rentriez à pied à minuit dans les rues de Doha, sans regarder derrière vous, sans tenir votre sac d'une certaine façon, sans calculer l'éclairage des rues, c'est inestimable. Au Qatar, du jour au lendemain, j'ai désappris ce que j'avais appris, la vigilance constante qu'on a en France. Et c'est pas rien. C'est une liberté physique que beaucoup de femmes expatriées décrivent comme l'une des choses dont elles souffrent le plus quand elles rentrent en France. Le Qatar, il faut le savoir que le Qatar a un taux de criminalité parmi les plus bas du monde. C'est pas du marketing, hein, c'est mesuré, vérifié, vécu. Les voitures restent ouvertes dans les parkings, les téléphones oubliés sur les tables de café qui sont encore là une heure plus tard ou même une journée plus tard. C'est des petits détails qui paraissent anodins, mais qui changent profondément la façon dont vous habitez une ville et un pays. Le deuxième cliché que j'ai vu tomber très vite, c'est l'idée, et on me le pose souvent cette question, c'est l'idée que les Qataris sont arrogants, distants, inaccessibles. La réalité est plus nuancée. Les Qataris sont peu nombreux, certes, moins de 12% de la population, mais ils ont vraiment leurs cercles sociaux, ils ont les contextes, on peut les rencontrer dans les contextes professionnels, dans des institutions, dans des événements officiels. C'est vraiment des gens avec une welcoming profond. Ils ont vraiment un sens de l'hospitalité, un sens de l'honneur et de la parole donnée qui m'a souvent impressionnée, hommes ou femmes. Et ce que j'ai appris, c'est que les Qataris s'ouvrent à ceux qui respectent leurs codes. Pas besoin d'être converti à l'islam ou de parler arabe, même si les deux aident évidemment. Mais c'est surtout besoin de montrer du respect pour leur culture, de s'intéresser à leur histoire, de ne pas les réduire à leur pétrodollars. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes aussi, qataris, remarquables, des avocates, des artistes, des chefs d'entreprise, qui m'ont montré une société en transformation, beaucoup plus rapide que ce que les médias occidentaux veulent bien montrer. Maintenant, la partie que peu de gens vous disent parce qu'ils ont peur de vous décourager ou de perdre leur crédibilité. Je vais pas y arriver ce matin, ou de perdre leur crédibilité. Doha peut être une ville très solitaire, surtout au début, surtout si vous arrivez sans famille, sans réseau, sans communauté. Les expatriés se font des amis rapidement parce qu'ils en ont besoin. Mais ces amitiés, il faut savoir, sont souvent fragiles, conditionnées par les mutations, les contrats qui se terminent, les divorces, etc. Donc si vous investissez dans une relation, 1 an plus tard, votre ami est muté à Singapour, par exemple. Ça peut être difficile à gérer. Un deuxième point, c'est la chaleur. Actuellement, il fait 45 degrés et on n'est pas encore en été. Donc, la chaleur pendant des mois, c'est pas une anecdote. C'est une réalité physique qui change votre rapport à l'espace public, à vos habitudes, à votre humeur, à votre façon de vivre. En été à Doha, vous vivez à l'intérieur.
Les voitures sont clim, les malls clim, les bureaux, etc. Mais l'extérieur, on évite. Donc ça, la chaleur, ça peut être un inconvénient. On s'y fait. Honnêtement, j'ai souffert beaucoup plus en France de la chaleur l'été dernier qu'au Qatar. Parce que, encore une fois, tout est climatisé et la vie fait en sorte que les malls vont être ouverts beaucoup plus tard, que vous allez à la plage après le Maghreb, etc. Mais c'est un point à prendre en compte. Ensuite, un autre point, c'est que vous réalisez que vous n'êtes plus vraiment, quand vous rentrez en France, ou en tout cas dans votre pays d'origine, vous réalisez qu'il y a un décalage. Vous n'êtes plus vraiment là-bas, vous n'êtes plus non plus ici, vous êtes entre les deux mondes. C'est une richesse, mais ça peut être aussi un décalage ou une solitude vécue. Je me suis réveillée à Doha et mon téléphone explosait de messages. Encore une fois, je suis président de la Chambre francophone également et donc j'essaye d'aider la communauté francophone au mieux. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn et l'Égypte venaient de couper toutes leurs relations diplomatiques avec le Qatar, du jour au lendemain. Ce matin-là, pourtant, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un pays qui ne panique pas. Pas de fuite, pas de chaos, pas de rayon des supermarchés vides ou papier toilette qui manque. Ok, les 2 premiers jours, effectivement, les rayons étant vidés puisqu'on n'avait plus les yaourts, tout ce qui est fromage, etc. d'Arabie Saoudite, Al-Mahraï. Mais très vite, il y a eu une organisation. Il y a eu une détermination collective. En quelques semaines, le Qatar avait ouvert de nouvelles routes aériennes, signé des accords d'approvisionnement avec la Turquie, avec l'Iran et avec d'autres pays, et commencé à développer sa propre production agricole locale. Extraordinaire. Ce pays a transformé une crise existentielle en projet national. Pour la communauté française que j'accompagnais, c'était une période intense et magnifique. Des familles qui voulaient partir, d'autres qui voulaient rester, des informations qui circulaient dans tous les sens, comme d'habitude. Mais vraiment, j'ai passé des semaines à relayer les informations, à les vérifier. Mais c'est dans ces moments-là qu'on comprend ce que signifie vraiment appartenir à une communauté et à un pays. C'était extraordinaire. Et puis, il y a eu 2026, la guerre régionale, les frappes. Alors là, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir avec cette intensité-là. J'aurais mis mes 2 bras à couper que ce ne serait jamais arrivé. Mais c'est arrivé. J'étais là, à Doha. Et je vais vous dire une chose qui peut paraître étrange, même avec des bombes qui tombaient à quelques kilomètres, même avec un aéroport qui était perturbé ou même fermé, les écoles également fermées. Aucun précédent dans l'histoire moderne du Qatar, ça s'est jamais passé. Eh bien, moi, mais aussi la communauté et les autres communautés, on s'est sentis en sécurité. Extraordinaire. Pas parce que la situation n'était pas grave, c'est grave ce qui se passait, mais parce que le Qatar a su tenir sa sécurité et ses informations. On a mis en place des systèmes d'information. Alors, pas moi, bien sûr, que ça soit le conseiller consulaire, que ça soit le consul, l'ambassade, bien sûr, l'État. Ils ont su mettre des chefs d'îlots dans chaque quartier, des canaux de communication avec le consulat, des voitures pour ceux qui voulaient partir vers l'Arabie Saoudite, une continuité scolaire en ligne pour les enfants. Et la grande majorité des familles françaises sont restées parce qu'elles avaient confiance dans ce pays, elles avaient confiance dans les institutions, dans cette capacité à gérer cette nouvelle crise. Une confiance qu'on ne construira jamais avec un article lu sur Internet, une confiance qui se construit dans la durée. On avait confiance dans ce pays. Extraordinaire. 10 ans au Qatar, quand c'est un pays qui n'est pas le vôtre, ça vous transforme d'une façon que vous ne pouviez pas prévoir en arrivant. Impossible. J'ai appris à pas juger, à ce que je ne comprenais pas, à le comprendre. J'ai compris aussi que la complexité est une richesse et non pas un défaut. J'ai appris que la
plupart des certitudes qu'on a sur les autres, sur leur culture, sur leurs valeurs, sur leur façon de vivre, ce sont des projections de notre peur, de nos peurs. Et j'ai appris une chose sur moi-même. J'appartiens à ce pays, et il n'y a pas que moi. J'appartiens à ce pays d'une façon que je n'arrive pas à expliquer rationnellement. Quand j'atterris à Doha, moi ou d'autres Français, on revient, on est à la maison, on revient à la maison. C'est extraordinaire. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, pas sur le Qatar idéalisé, hein, mais pas le Qatar qu'on voit sur les brochures ou encore pire sur BFM TV, mais sur le Qatar réel, celui que je vis et que j'ai vécu de l'intérieur, je vous ai préparé un guide complet. Le lien est en description. Et si vous avez aussi également un projet concret d'expatriation, de création d'entreprise, d'emploi, je vous accompagne, je vais pas y arriver, je vous accompagne dans le cadre d'Objectif Qatar. Les liens sont aussi en description.